Je passe tout de suite la parole à Emmanuel Berton, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'actualités. On donnera la parole aussi après à Bruno Richard, directeur du développement ressources humaines de l'UIMM Lyon, pour nous parler du Mondial des métiers, dont TLM est partenaire. Hein, donc, ça sera en deuxième partie. Plein de choses à nous dire, Emmanuel. On va peut-être commencer par rappeler l'importance, je dirais, le rôle des chambres de commerce et d'industrie dans, je dirais, la vie du territoire, dans le développement économique. Et puis, peut-être le premier point d'actualité, c'est les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, puisque, pour parler crûment, j'ai envie de dire, l'État vous fait les poches. Et donc, en l'espace de 3 ans, vous aurez été amputé de un peu plus de 50% de vos ressources fiscales, c'est bien ça? C'est exactement cela, oui. Bonjour à tous. Peut-être avant de commencer mon propos sur les CCI, l'activité économique, dire un mot simplement sur Paul Bocuse, parce que c'était un grand cuisinier, tout le monde le sait, c'était aussi un immense entrepreneur, l'entrepreneur le plus connu au monde, lyonnais, qui a beaucoup fait pour notre métropole. Il en a fait la capitale mondiale de la gastronomie, parce que c'est un peu à cause de lui. Et puis, il a permis également à toute une génération de cuisiniers et d'entrepreneurs d'éclore. Depuis que je suis président de la CCI, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est cette capacité dans la restauration, dans les cuisines, à créer des entrepreneurs. Et vous le voyez, tous se revendiquent de Paul Bocuse. Et dans son sillage, il y a plusieurs générations d'entrepreneurs qui sont nés grâce à son action, grâce par exemple à l'Institut Paul Bocuse, hein, qui diffuse du Lyon dans tout le monde. Et je pense que lorsqu'on est entrepreneur et président de la Chambre de commerce de Lyon, c'est important de rendre cet hommage à Paul Bocuse. Alors effectivement, Jean-Pierre, notre actualité elle est assez chargée, parce qu'une nouvelle fois, nous avons une réduction de nos ressources fiscales décrétée par l'État. La CCI, c'est une institution un peu originale, puisque c'est une institution publique dirigée par des chefs d'entreprise bénévoles. Donc, elle est un peu particulière, il y règne un souffle entrepreneurial, et depuis toujours, nos prédécesseurs et nous-mêmes, nous avons eu pour vocation de développer, d'accompagner les entrepreneurs et de développer le territoire. Sans nos entrepreneurs de la Chambre de commerce, Saint-Exupéry ne serait pas né. Sans nos prédécesseurs, Orexpo n'aurait jamais vu le jour. Sans nos prédécesseurs, EM Lyon ne serait jamais né. Et donc, au fil du temps, le job de la Chambre de commerce a été de développer des infrastructures et d'accompagner les entrepreneurs. Depuis quelques années, depuis le début de mon mandat, à vrai dire, il n'y a pas de coïncidence, mais c'est ainsi. Nous sommes dans l'œil du cyclone des différents gouvernements qui considèrent sans doute que notre train de vie était un peu élevé et qui ont eu comme ligne directrice de réduire nos ressources fiscales sans véritablement discuter avec nous d'un plan qui serait un plan de développement pour ceux qui accompagnent les créateurs d'entreprises, pour ceux qui accompagnent les entreprises à l'export, pour ceux qui forment les salariés. Nous avons un centre de formation à Lyon qui forme 10 000 salariés par an. On a l'impression qu'il y a d'un côté le discours des ministères qui veulent avancer avec nous et puis Bercy qui passe par derrière et puis qui nous sucre un peu nos ressources. Et comme m'a dit un des membres d'une commission d'évaluation, il nous a dit, vous êtes des entrepreneurs et vous avez une capacité très forte à vous renouveler. Et on le voit bien dans vos chiffres. Quand on analyse vos chiffres, rien ne vous arrête, vous continuez à vous développer. Donc, en quelque sorte, on est un peu aussi victime de notre savoir-faire d'entrepreneur, parce que c'est vrai qu'on ne se laisse pas décourager et on va de l'avant. Ceci étant, ça commence à faire beaucoup, parce que c'est 50% de nos ressources. C'est en quelques années 15 millions d'euros qui nous ont été retirés de nos ressources fiscales. L'État aussi nous a fait les poches, puisque nos fonds propres qui devaient servir à notamment entretenir notre patrimoine, à entretenir notre musée des TCE, eh bien, il y a une ponction sur nos fonds propres de 15 millions, ce qui nous a obligés à faire plusieurs plans sociaux. Et cette année, malheureusement, la loi de finances remet ça, puisque nous devrons faire d'économies de 5 millions.
et se séparer d'environ une quarantaine de collaborateurs, tout en fermant un certain nombre de nos agences de proximité. Bon, malgré tout, on ne baisse pas les bras, on continue d'avancer, on essaye de se restructurer, de se réorganiser et de se réinventer. On l'a déjà fait dans le passé, chez nous ici à Lyon, puisque nous avons été la première CCI à fusionner et à casser un petit peu les codes, en fusionnant 3 CCI, celle de Lyon, une grande, celle de Saint-Étienne, une moyenne, et celle de Roanne, une petite, pour essayer de casser un peu ces limites départementales qui, pour nous, chefs d'entreprise, n'ont pas une grande valeur, et pour essayer de raisonner en bassin d'emploi. L'idée, c'est de faire en sorte que les territoires autour de notre métropole puissent effectivement bénéficier du développement de la métropole et que ce développement ne soit pas limité aux limites départementales. Tout ça, bien sûr, dans un cadre régional important, parce que moi, je suis un régionaliste convaincu et on voit bien aujourd'hui que c'est le modèle de développement dans les pays, que serait par exemple la Catalogne sans Barcelone, que serait Munich sans la Bavière, que serait Milan sans la Lombardie. Et donc, lorsqu'il y a une grande région, il faut également une capitale régionale, une grande métropole qui tire un peu l'ensemble, parce que c'est dans les métropoles que se créent les richesses. Et notre idée, ça a été de raisonner en termes de bassin d'emploi, de regrouper le Rhône et la Loire. Nous, on aurait souhaité également regrouper le Nord-Isère et l'enclave beaujolaise, mais ceux-ci n'ont pas voulu, ils ont préféré rester indépendants, pour essayer de se regrouper, d'être plus fort, d'avoir plus de moyens face à la métropole politique et la région politique qui ont des moyens énormes. L'idée, c'est de parler d'une seule voix, la voix des entrepreneurs, en se regroupant et en permettant à tous nos territoires sur ce bassin d'emploi de se développer. L'idée, c'est qu'une start-up à Saint-Martin-d'Estreaux, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Martin-d'Estreaux, c'est à la limite de la Loire et l'Allier, et finalement autant de facilité à se développer qu'une start-up qui se trouverait dans la presqu'île. C'est de pouvoir offrir un back-office avec un savoir-faire à l'ensemble des territoires qui ont rejoint cette CCI métropolitaine, qui est donc devenue la deuxième CCI de France, avec plus de 100 000 entreprises représentées. Alors, aujourd'hui, l'actualité, tu m'arrêtes, hein, Jean-Pierre, hein, l'actualité de notre CCI, c'est plusieurs sujets. D'abord, en revenant un peu de 5 minutes sur 2017, c'est le musée des tissus, voilà, hein, qui a beaucoup fait parler à Lyon, où on a trouvé une solution avec la région. Nous, on considère que ce musée, c'est l'ADN lyonnais. Et il a été difficile de trouver une solution parce que le contexte ne s'y prêtait pas. C'est notamment l'arrivée du musée du Confluence dans le giron de la métropole qui a probablement perturbé une solution qu'on aurait pu trouver avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, une nouvelle équipe donc s'est mise en place. L'association qui va configurer le musée des tissus se réunit la semaine prochaine. Un directeur et un directeur scientifique vont être nommés et le projet va se mettre en place pour une ouverture sans doute dans les 2 à 3 ans à venir. Je l'ai dit lors de nos vœux, toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes et tous ceux qui veulent nous rejoindre, je pense notamment à la métropole, seront les bienvenus sur ce sujet. Deuxième sujet. Pour l'instant, ils font toujours les sourds d'oreille et ils ne semblent pas prêts de vouloir rejoindre le projet. Oui, mais vous savez, Jean-Pierre, on est à Lyon, donc ça ne nous empêche pas de discuter, d'échanger, d'avancer. Donc j'ai bon espoir que ce musée, à terme, toutes les composantes lyonnaises et rhône-alpines puissent y être représentées. Le deuxième sujet qui nous préoccupe, c'est les sujets sur les infrastructures, parce que notre métropole connaît un très fort développement. Et on a l'impression aujourd'hui que nos politiques ne sont pas assez visionnaires sur le développement de nos infrastructures. L'exemple le plus frappant aujourd'hui sur lequel on se base, c'est évidemment l'A45, le fameux autoroute qui devrait, parlons encore au conditionnel, rejoindre Lyon à Saint-Étienne et Saint-Étienne à Lyon,
qui est un sujet qui a été lancé il y a plus de 25 ans. 3 présidents de la République sont venus à Saint-Étienne pour dire que ce projet se ferait. L'ensemble des financements locaux sont aujourd'hui opérationnels. C'est un projet à 1,2 milliard. 400 € de financements locaux avec la région et les collectivités, c'est réglé. 400 millions par le concessionnaire qui a été nommé et choisi. La DUP a été votée en 2008. Le concessionnaire a été validé. Tous les recours au Conseil d'État ont été apurés et le Conseil d'État a rendu un avis favorable sur ce projet. Beaucoup d'énergie ont été mis dans ce projet et aujourd'hui, il ne manque plus que la signature du ministre. Alors, il y a d'autres sujets un peu du même style qui ont trouvé leur épilogue il y a quelques jours. Je pense qu'il ne faut pas préjuger de la décision qui sera prise par le gouvernement sur ce sujet. Nous, on considère que c'est absolument fondamental, pour Saint-Étienne, pour désenclaver Saint-Étienne. Ça, c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, on le voit. Moi, je préside avec le président de la métropole l'ADERLI, qui est une agence d'attractivité du territoire, qui englobe également Saint-Étienne. Aujourd'hui, quand les entreprises veulent aller sur Saint-Étienne, la première ou la deuxième question qui arrive, mais est-ce que la 45 va se faire? C'est un transport du quotidien. Il y a plus de 400 accidents de plus de 20 minutes par an sur cette autoroute, qui est un désastre écologique, on oublie de le dire, parce qu'il n'y a les eaux de pluie ne sont pas retraitées. C'est une autoroute A47 aujourd'hui très anxiogène. Et le nouveau projet, lui, sera effectivement beaucoup plus écologique et beaucoup plus moderne. Donc, la décision doit être prise par le gouvernement ou par le Parlement avant le printemps. Et donc, nous sommes extrêmement mobilisés sur ce projet que nous voulons voir aboutir, parce que c'est un projet pour Saint-Étienne, mais c'est également un projet sur Lyon. Sur Lyon, où il faut travailler sur les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce qui est en train de se passer avec le déplacement d'un certain nombre d'activités sur l'Est lyonnais. Prenons l'aéroport, qui vient de connaître une croissance 2 années de suite très importante, qui vient de dépasser les 10 millions de passagers. Prenons Eurexpo, qui est en train de se développer. Prenons le stade de Jean-Michel Aulas. Prenons le déclassement de l'A6 A7, qui fera que les gens ne passeront plus dans Lyon. On voit bien que tout ça est en train de se déplacer sur l'Est lyonnais. Et les réponses apportées aujourd'hui par les politiques sur ce sujet ne nous conviennent pas. Ne conviennent pas parce qu'on ne peut pas dire, comme je l'ai entendu, on va déclasser la 6 à 7 et on fera du covoiturage. Quand on prend l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, n'est-ce pas, monsieur Vacher, souvent, on voit bien qu'il faut qu'on travaille cette infrastructure. On ne peut pas imaginer, par exemple, que certains Stéphanois ou Clermontois commencent à se poser de la question d'aller prendre leur avion à Paris plutôt qu'à Lyon, parce qu'ils ne savent jamais le temps qu'ils vont mettre entre Saint-Étienne et Lyon en fonction de la circulation. Donc les infrastructures, c'est un sujet pour nous qui est extrêmement prégnant. Est-ce qu'on ne paye pas quand même aussi le fait que pendant des années, pour parler clair, les communes de l'Ouest lyonnais ont dit pas d'autoroute chez nous. Alors vous allez me dire qu'il y a Écully est traversé par une autoroute pour l'instant encore, mais est-ce qu'on ne paye pas le fait, voilà, en gros on a tout mis sur l'Est lyonnais et que pour des raisons politiques aussi, le département du Rhône s'est toujours opposé à ce qu'il y ait ce qu'il fallait. Vous avez raison, c'est un handicap. Regardez toutes les grandes métropoles européennes ou mondiales, vous verrez qu'elles ont toutes des infrastructures qui font en fait le tour de la métropole, ce qui n'est pas le cas à Lyon. Vous avez raison de le souligner, puisque l'Ouest et de ce côté-là marque une barrière qui aujourd'hui n'a pas été franchie. Pour revenir au dossier de la 45, est-ce que vous ne redoutez pas que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce que vous avez dit sur voilà, tous les recours ont été épuisés, les décisions de justice sont confirmées, etc. C'est ce qui est arrivé pour Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous ne redoutez pas donc une décision semblable sur la 45 avec l'idée on sauve Lyon-Turin, mais on sacrifie la 45?
Alors, moi, d'abord, je pense qu'on est... le ministre Elisabeth Borne, que j'ai rencontré plusieurs fois sur ce sujet, nous a toujours dit la priorité, c'est le transport du quotidien. Et le transport du quotidien, nous sommes dedans. Exactement dedans. 20 000 Stéphanois viennent travailler à Lyon tous les jours. La ligne de TER est une ligne qui est saturée avec 15 000 voyageurs. Il faut savoir que la ligne TER entre Saint-Étienne et Lyon, c'est la ligne la plus fréquentée après les lignes TER de l'Île-de-France. Et donc, on est exactement dans les priorités du gouvernement. Je rajoute aujourd'hui, puisqu'on nous oppose un problème de financement, c'est que dans l'état actuel, l'A45 coûterait 400 millions d'euros à l'État. Si l'A45 ne se fait pas, il n'y a aucune aujourd'hui solution alternative prônée par les opposants à l'A45. J'entends souvent le président du Conseil général du Rhône dire il ne faut pas que ça traverse mes terres. Mais enfin, à part ça, il faut bien que quand même on organise les transports. La seule solution éventuelle, c'est la rénovation de l'A47. Et de toutes les études qui ont été menées, la rénovation de l'A47 coûterait à peu près le double à l'État de ce que coûterait une nouvelle autoroute, c'est-à-dire entre 600 et 700 millions, sans compter tous les désagréments qui pourraient se faire. Donc je pense qu'on n'est pas dans la même logique. Et j'ai bien entendu également ce qu'a dit Nicolas Hulot en disant, attention, la décision qui a été prise sur Notre-Dame-des-Landes ne vaut pas jurisprudence pour le reste des projets. Donc nous rencontrons beaucoup de décideurs. Nous avons demandé un nouveau rendez-vous à Gérard Collomb pour qu'il puisse également plaider cette cause. Simplement, moi, ce que je pense sur des sujets aussi compliqués que les infrastructures, c'est qu'il faut que toutes les planètes soient alignées pour arriver à une décision. Alors c'est vrai que quand j'entends la métropole de Lyon dire « oui, mais », j'aimerais bien qu'elle supprime le « mais ». Le « mais », c'est l'arrivée à Brignais. On sait quand même que Gérard Collomb n'est pas favorable à l'arrivée de la 45 en disant si c'est pour venir congestionner un peu plus. Pas favorable à l'arrivée de la 45, mais favorable globalement à la 45. Donc il faut qu'on arrive à défaire un petit peu ce nœud, comme on l'a fait sur la 89. Ça a été un peu plus long, mais regardez bientôt, la liaison entre Roanne et Lyon se fera complètement par autoroute, avec un achèvement de la 89 qui a été fait il y a 2 ans, et en 2 ans on a réussi à faire les liaisons. Donc la solution pour la 45, on la connaît, hein, c'est un barreau qui viendrait au sud de Lyon pour éviter à tous les utilisateurs de la 45 passer par le centre de Lyon. Sans mordre sur le vignoble qui est cher à tout le monde. Voilà, on serait un peu au-dessus, on serait plutôt sur les coteaux du Lyonnais. Bien. Alors, autre dossier important, EM Lyon, oui. Avec l'annonce la semaine dernière donc, du déménagement de EM Lyon d'Écully à Lyon 7e, quartier de Gerland, un gros projet. Alors c'était un peu un serpent de mer, hein, pour ceux qui suivent l'actualité. Ce sujet avait déjà été à l'ordre du jour et mes prédécesseurs n'avaient pas réussi à le déboucler. Donc là, effectivement, on va transférer notre site d'Écully à Gerland, à côté de la ZAC des Girondins, avec une façade sur l'avenue Jean Jaurès, parce que notre école avait besoin de se redéployer. Elle est en très forte progression aujourd'hui. En quelques années, on est passé de 50 millions d'euros, 4 ans, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à aujourd'hui à peu près 100 millions. Et le plan de développement de notre école, c'est 172 millions d'euros en 2023, avec plus de 10 000 étudiants répartis sur les campus de Lyon, d'Écully, de Saint-Étienne, de Paris, de Shanghai et de Casablanca, en attendant la future prochaine ouverture d'un campus en Inde. Quand on parle de campus, on ne parle plus d'Erasmus, hein, où on va passer quelques jours dans un pays étranger. En Chine, à Shanghai, EM Lyon, et c'est notre fierté, forme des étudiants chinois. À Casablanca, EM Lyon forme des étudiants africains
de l'Afrique francophone. Donc, les business schools françaises, et notamment EM Lyon, sont reconnues à l'étranger. Et nous avons un déploiement à l'international qui est juste incroyable depuis quelques années. Et nous nous retrouvons en compétition avec des écoles américaines, demain avec des écoles chinoises. Et donc nous avions besoin d'avoir une taille supplémentaire. Il y a des enjeux sur l'enseignement qui sont très importants, hein, liés par exemple à la digitalisation, liés à l'intelligence économique. Et nous avions besoin d'avoir un lieu qui soit à Lyon plus opérationnel que ne l'était le site d'Écully qui a été construit en 1972 et qui était donc auparavant, cette école était rue de la Charité à la place de l'ancien musée, donc ça permet de boucler la boucle. Alors, sur le calendrier de ce projet, donc c'est une arrivée dans 4 ans. Alors notre idée c'est que EM Lyon intègre Gerland pour ses 150 ans, c'est-à-dire en 2022. C'est un projet à presque 100 millions d'euros, hein, donc c'est un projet important. Qui sera financé de quelle façon ? Alors on est en train de réfléchir au financement, parce qu'effectivement on me dit avec toutes les difficultés financières que vous avez, comment vous allez faire. Eh bien, on a tout simplement une école aujourd'hui qui est devenue très rentable, hein, qui peut se payer aussi avec l'aide de son principal actionnaire, la CCI, des nouveaux locaux, hein, parce que entre une école qui faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 4 ans et qui va faire 170 millions dans 5 ans, il y a effectivement des ressources financières qui sont plus les mêmes. Et donc on pense ouvrir pour le première partie de l'année 2022. Donc pour la métropole, c'est aussi une très belle nouvelle, hein, puisque dans ce quartier de Gerland, dont la métropole souhaite faire le 2e pôle universitaire de Lyon après celui de Ladois, bah, ça va irriguer un petit peu ce quartier avec de la jeunesse. Alors, on part pas fâché avec le maire d'Écully, lui est pas très content, je peux le comprendre, parce que j'ai jamais facile de mettre fin à une histoire d'amour de 70 à aujourd'hui, à 50 ans. Simplement aujourd'hui, Écully n'était plus adapté. On a challengé nos équipes avec 2 projets. On part d'une feuille blanche et puis on essaye de modifier le site d'Écully. Et en fait, très vite, on s'est aperçu qu'avec ce qu'on voulait faire, c'était impossible à la fois de continuer à laisser l'école ouverte, de faire les travaux et de détruire les anciens bâtiments. Et c'est la raison essentielle pour laquelle on a quitté Écully. Mais je me suis engagé auprès du maire d'Écully pour qu'on réfléchisse ensemble avec le président de la métropole sur l'avenir de cette vingtaine d'hectares très très bien placés au centre de la métropole, pour trouver un projet qui convienne à la fois aux propriétaires des terrains qui est la CCI, à la fois au maire d'Écully et à la fois au président de la métropole. Pourquoi pas le campus européen des métiers du numérique ? Je crois que celui-là, il a déjà une destination. Laurent Wauquiez, le projet de Charbonnières plaît pas forcément, fait pas l'unanimité dans les milieux professionnels. Oui, mais je crois que ce projet, il est définitivement sur les rails, donc c'est en tous les cas pas l'option qui a été choisie. Et puis, je crois savoir que le président Wauquiez est très pressé sur ce projet, et nous, c'est 2022. Autre sujet, vous l'avez un peu abordé, l'aéroport de Lyon, les perspectives de développement. Donc vous avez rappelé effectivement l'année record, les plus de 10 millions de passagers, l'inauguration du terminal T1, plus de 200 millions d'euros d'investissement, les perspectives de nouvelles lignes transcontinentales. Alors ça, c'est un sujet qui est important pour nous, sur lequel on s'est beaucoup investi. Notamment moi-même et mon bureau sur la privatisation, puisque c'est un aéroport qui a été privatisé. Nous étions dans les profondeurs des classements européens.
en termes de passagers, parce que cet aéroport n'avait pas trouvé sa place entre Genève et Paris, et ça depuis longtemps avec l'arrivée du TGV. Et l'aéroport de Saint-Exupéry était un des points faibles de notre métropole. C'est la raison pour laquelle on a été très favorable à la privatisation, à laquelle on a beaucoup travaillé avec le président de la République actuelle, qui était à l'époque ministre des Finances, pour faire en sorte que nous ayons le bon candidat. C'était pas celui qu'on avait espéré au départ, mais comme c'est un champion français qui a beaucoup investi dans les infrastructures, nous sommes très heureux que ça soit Vinci qui a été choisi. Notre aéroport connaît une forte croissance depuis 3 ans. Cette croissance, elle a été préparée avec des investissements importants. Vous avez fait référence au terminal T1, c'est 250 millions d'investissements qui vont nous permettre d'aller vers l'objectif recherché, qui est d'atteindre rapidement 15 millions de passagers. Cette année, nous avons fêté fin décembre, c'était un record, le 10 millionième passager. Donc l'enjeu pour l'aéroport, c'est de passer de 10 millions à 15 millions dans les 5 ans qui viennent. En 2023, c'est l'objectif affiché par l'aéroport. Alors ça passe évidemment par le développement de nouvelles lignes. Vous avez vu qu'elles se multipliaient. Et puis ça passe également par des lignes long courrier sur lesquelles on travaille activement, sur lesquelles le directoire de l'aéroport travaille actuellement. Et nous sommes effectivement sur ce sujet, puisque c'est dorénavant public, en discussion avancée avec les autorités de l'aviation civile chinoise pour ouvrir une ligne directe entre Lyon et soit Pékin, soit Shanghai. Moi, je voudrais insister aussi, c'est très important d'avoir des lignes directes parce qu'on s'est fâché avec le PDG, le précédent PDG d'Air France, qui un jour était venu à une réunion organisée par le préfet et qui nous avait dit la chose suivante: vous les provinciaux, parce que c'est le terme qu'il est, pour être connectés au monde, il faut passer par Paris. Voilà. Et ça, on le conteste fortement parce que on voit bien tout l'intérêt pour nous d'avoir des lignes directes. Quand on voit par exemple la ligne Dubaï-Lyon, ce qu'elle amène le commerce lyonnais, si un jour vous avez 5 minutes, vous venez avec moi dans le Carré d'Or, on va de la place Pellecourt à la place des Jacobins, on passe par les rues, là, on va voir les commerçants et vous verrez leur réaction. Moi, quand je vais les voir, ils me disent attention, la ligne Dubaï-Lyon, vous ne nous l'enlevez pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit arriver à Lyon des touristes asiatiques, chinois, indiens qu'on ne voyait pas avant, et on sait bien que si ils étaient arrivés à Paris, ils ne seraient jamais venus à Lyon. Et donc, l'enjeu des lignes directes, il est extrêmement fort. La ligne... Justement, sur ce sujet, on sait votre combat pour obtenir de passer de 5 à 7 rotations. Donc, il y en a une tous les jours. On sait que voilà, la DGAC fait en sorte que vous restiez à 5 et passiez pas à 7. Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier ? Le dossier n'a pas avancé. Effectivement, sur la ligne... d'Emirates entre Lyon et Dubaï, c'est pas 7 jours sur 7, c'est 5 jours sur 7. Et on sait que pour qu'une ligne soit complètement fluide, il faut qu'elle soit 7 sur 7 pour que, notamment, les hommes d'affaires ne se posent pas la question de savoir s'ils vont rentrer, quels jours ils vont rentrer. Il faut que ça fonctionne tous les jours. Donc là-dessus, on a un blocage. J'avais eu un engagement du ministre des Finances de l'époque de débloquer la situation. Elle n'a toujours pas été débloquée, mais ça ne nous empêche pas de travailler sur d'autres sujets. Par exemple... avec Air Canada sur la ligne Lyon-Montréal qui connaît un très beau succès. D'ailleurs, je vous le dis, si vous allez demain aux États-Unis, évitez de passer par Paris. Faites donc Lyon-Montréal. À Montréal, vous avez la possibilité d'avoir les douanes pour rentrer aux États-Unis. Et Montréal est très très bien desservi. Ça vous évitera au retour d'arriver à Paris en arrivant directement à Lyon. Air Canada. Quand on entend le gouvernement et le Premier ministre expliquer justement qu'on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes et puis que finalement les fameuses liaisons long courrier qui devaient se faire depuis Notre-Dame-des-Landes, elles se feront depuis Paris, vous frémissez ou vous dites heureusement qu'on n'est pas Notre-Dame-des-Landes ?
Je pense qu'on a bien pris les décisions et je pense qu'on a bien fait de pousser l'État à investir parce que, je vous le dis franchement, hein, les actionnaires de la Chambre de commerce que nous sommes, dont 25% du capital, si on n'avait pas été là, le terminal T1 ne serait pas fait, hein, parce que l'État avait un peu la main qui tremble au moment de la signature de ces investissements et on a été très pressant pour que cet investissement se fasse. Donc ça, aujourd'hui, l'investissement, il a été fait. Il faut maintenant que les équipes de Vinci travaillent au développement des lignes internationales avec, vous le savez, aujourd'hui, des modifications très importantes et l'arrivée des low cost sur les longs courriers qui vont probablement complètement bouleverser la donne des hubs tels que l'avait imaginé Air France. On suit attentivement également une éventuelle privatisation de ADP. Parce qu'on sait que s'il y a privatisation d'ADP, probablement que notre actionnaire majoritaire, Vinci, sera candidat. Et je ne souhaite pas qu'un jour la privatisation des aéroports de Paris puisse avoir une conséquence néfaste sur le développement des aéroports de Lyon. Très bien. Pour revenir, et puis on prendra peut-être des questions, et puis on aura la présentation donc, du Mondial des métiers. Instruit de ce que vous avez fait avec la CCI métropolitaine et des difficultés du réseau des chambres de commerce et d'industrie sur le plan des finances, est-ce que vous dites parfois, finalement, si c'était fait partout en France, que nous on a fait ici à Lyon, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui ? Non, moi, je n'ai pas du tout cette prétention. Je préside l'association des CCI métropolitaines parce que mes collègues me l'ont demandé à la suite d'une réunion qu'on avait eue avec Gérard Collomb et les présidents de l'ensemble des métropoles et des CCI métropolitaines lyonnaises. Et on s'était aperçu ce jour-là, en fait, que notre métropole, sur un certain nombre de sujets, avait beaucoup d'avance, qu'on savait se parler, qu'on savait travailler ensemble. Alors nous, ici à Lyon, on ne s'en rend pas compte parce que c'est un peu dans nos gènes, c'est un peu dans notre ADN, mais cette faculté qu'ont ici les pouvoirs publics, les institutions consulaires, l'université, les syndicats professionnels, de travailler ensemble, de mettre des projets en commun, ça se fait très peu en fait en France, très très peu. Et on est un peu une exception qui confirme la règle. Moi, il n'y a pas une semaine où je ne vois pas, par exemple, le président de la métropole. Il y a certaines métropoles en France où ils ne se voient jamais, ils ne se parlent pas. Nous, on a monté, hein, ça date de Raymond Barre, des outils en commun. Je crois que le plus bel exemple, c'est l'ADERLI, qui est un outil paritaire sur l'attractivité du territoire. On va chercher dans le monde entier des entreprises. On va faire une conférence de presse dans quelques jours et là aussi, on va annoncer des bons résultats. Donc, il y a une vraie dynamique ici à Lyon qui est mise en place. Notre marque territoriale Only Lyon, elle a un temps d'avance sur tout ce qui se fait en France. Donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui aussi, c'est de continuer à avoir cette avance. Et puis après, chacun fait comme il veut et comme il peut. Dans son territoire. Nous, on essaye d'être moteur dans l'évolution. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire bouger les lignes, c'est d'aller de l'avant. Un dernier exemple que je peux vous citer sur le réseau des CCI. On a une très belle action qu'on a démarrée qui s'appelle CCI Store. Nous allons en fait créer une place de marché où on pourra, les 110 000 entreprises de notre territoire pourront aller rechercher ce qui se fait de mieux en matière de numérique, de transformation numérique sur notre territoire. L'idée, c'est d'accélérer, d'être à côté de nos entreprises pour qu'elles puissent se développer sur la transformation numérique. Vous avez assisté à cette très belle manifestation qui est l'entreprise du futur. On travaille avec la métropole également sur le site de Vénissieux, sur l'usine du futur. Bref, il y a des tas de projets qui sont en cours de développement. Très bien. Merci Emmanuel Aberton. L'ADERLI est créé en 1974 par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon avec Jean Chemin à l'époque, qui était effectivement tout à fait précurseur. Et le patronat lyonnais et également et les collectivités locales. Quelques questions, 2-3 questions peut-être, et puis je demanderai à Bruno Richard de nous rejoindre. Oui.
Monsieur le Président, merci pour votre intervention. Je voudrais juste, il a été évoqué très rapidement, le TELT, donc le tunnel européen Lyon-Turin, dont effectivement quand on va visiter les travaux, on s'aperçoit qu'il est hors de question de faire marche arrière. Par contre, quand le tunnel va déboucher, le problème va être la liaison de la sortie du tunnel avec notre métropole. C'est-à-dire tout cet enchaînement de tunnels qui sont des tunnels uniquement français et les voies et tout ce qui est le raccordement au reste du réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Je ne peux pas vous en dire deux mots parce qu'aujourd'hui, ce qui est assuré, c'est le financement de ces tunnels. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de marche en arrière. Mais pour le reste, aujourd'hui, selon les informations que j'ai aujourd'hui, le feu vert n'est pas complètement donné. Alors, moi, je suis assez optimiste sur le Lyon-Turin parce qu'on a tellement avancé sur les travaux, c'est que personne n'imagine qu'on fera machine arrière. Cependant, il y a encore des questions de financement qui ne sont pas réglées. Donc, les assises de la mobilité, qui était un peu l'écran de fumée pour moi dans lesquels on s'est retranché pour prendre les grandes décisions, vont permettre de déboucher sur une loi qui sera sans doute présentée au Parlement au cours du mois de mars, où seront tranchés les grands sujets d'infrastructure français dont feront partie le Lyon-Turin. Et donc c'est à ce moment-là où on y verra plus clair, donc il faut être encore patient quelques semaines. Autre question. Donc, bonjour, Baptiste Dupré de la Jeune Chambre économique de Lyon. On a beaucoup parlé transport, notamment aéroport, et moi j'avais une question concernant donc le Rhône Express, qui est aujourd'hui une problématique. Donc on peut voir quand on paye 15 € aller, 15 € retour, et qu'on peut trouver des billets low cost des fois à 100 € aller-retour pour aller à Lyon ou aller dans d'autres destinations, aller dans d'autres métropoles. Du coup, je voulais savoir un peu comment allait évoluer cette liaison entre cet aéroport qu'on veut donc dynamique et aujourd'hui le centre-ville et le reste de la métropole. Alors c'est une concession, hein, c'est un contrat donc établi, signé en bonne et due forme qui s'applique. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Hein, je ne suis pas à l'origine et je n'ai pas participé aux discussions, mais quand ça nous coûte plus cher d'aller de La Part-Dieu à Saint-Ex que de Saint-Ex à Londres, ça pose évidemment un problème, bien que Rhône Express continue à se développer. Et donc, Rhône Express, concession Vinci. Hein, alors, j'allais le dire, c'est une concession Vinci. Voilà, donc le plan qu'on a sur ce sujet, c'est qu'on est en train de travailler avec nos équipes, avec le monde économique lyonnais, le MEDEF, la CGPME, la CPME, la Chambre des métiers et les gestionnaires des grands sites de l'Est. Alors pour Expo, c'est facile, on est un peu chez nous, d'accord? Parce que sur Expo, nos prédécesseurs ont été très visionnaires, sauf pour les transports. C'est pour ça que je me permets de pousser un petit peu sur les transports. Parce que quand vous allez dans tous les sites d'exposition allemands, vous avez à Francfort, à Berlin, vous avez des tramways ou des métros qui arrivent directement dans le centre des expositions. Chez nous, il a fallu se battre pour qu'il y ait le tramway, et le tramway ne vient que lorsqu'il y a des grands événements. Donc, ce n'est même pas une ligne quotidienne. Vous voyez, donc là-dessus, on a du retard. Ce qui a été fait sur le grand stade, un peu vite, n'est pas complètement satisfaisant. Et l'aéroport va avoir besoin de se poser des questions sur son développement futur et ses moyens d'accès. Et donc, notre idée, c'est d'avoir ensemble une ligne de conduite commune sur tous ces grands équipements de l'Est lyonnais et qu'on aille ensuite, comme on sait bien le faire, en rang serré, voir les décideurs politiques en leur disant voilà nous ce que nous souhaiterions pour le développement de l'Est lyonnais, parce qu'on est dans notre rôle quand on fait ça. Et donc là, tous les acteurs sont d'accord pour travailler. On a commencé les premières séances de travail. On va arriver à un projet commun. Et une fois qu'on aura notre projet commun, eh bien, on essaiera de trouver des solutions.
Et comme vous, j'ai noté que Vinci travaillait avec nous dans ce groupe et qu'il était également le concessionnaire du Rhône Express. Donc éventuellement, vous... S'il y a des solutions demain à trouver, j'ose imaginer que d'avoir à nos côtés Vinci, ça nous permettra de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Vous faites fort de lui faire comprendre qu'il peut peut-être baisser un peu le tarif, c'est ça? Non, mais moi, je fais... Pour mémoire, hein, Barcelone, vous allez du centre de Barcelone prendre un avion, c'est 5,80 €. Bien sûr. Donc, il y a un souci, tout le monde le sait. Simplement, il y a des choses qui ont été signées, validées, donc elles ne sont pas simples à défaire non plus. Mais je pense que par la discussion, par le dialogue, et compte tenu du développement de l'Est lyonnais, on doit pouvoir arriver à sortir par le haut. En tous les cas, c'est ce à quoi je vais m'employer dans les mois qui viennent. Je vais demander à Bruno Richard donc, de nous rejoindre. Et donc, on va dire un mot de ce mondial des métiers. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, sur ces questions de formation, d'orientation, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent. Demain, à la CCI Lyon Métropole, nuit de l'orientation de 15h à 22h. Et puis la semaine prochaine, c'est la 22e édition, c'est ça, hein, du Mondial des métiers. Grand rassemblement à Eurexpo avec, vous allez nous dire, plusieurs centaines, je crois que c'est pas loin de 700 métiers. Alors, on va découvrir, si vous le voulez bien, tout d'abord en images, la bande-annonce de cet événement dont TLM est partenaire média depuis plusieurs années. Je vous propose de découvrir cette bande-annonce. Connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM2018. Voilà, donc Mondial des métiers, organisé donc par la ROM, et c'est, on va dire, à la fois donc la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis l'État, donc la directe, hein, la préfecture. Un mot donc sur l'esprit, la philosophie de ce grand événement. Donc vous-même, vous êtes directeur du développement ressources humaines de l'UMM Lyon, l'UMM évidemment qui sera présente sur ce Mondial des métiers. Tout à fait. Donc, si vous voulez, le Mondial des métiers regroupe quasiment tous les métiers que l'on peut trouver en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, donc, c'est plus de 700 métiers. C'est un événement majeur dans notre région. On peut voir sur les chiffres, c'est plus de 115 000 personnes, visiteurs, donc sur les 4 jours. En général, le jeudi et vendredi, vous avez tous les scolaires pour leur permettre de découvrir les différents métiers. Sur le week-end, c'est plutôt des familles. Vous avez également des demandeurs d'emploi qui viennent sur ce mondial des métiers, puisque l'objectif de ce mondial, c'est vraiment de montrer les métiers et surtout montrer les métiers qui recrutent. Alors c'est vrai qu'au niveau de notre branche, nous y sommes présents avec un stand de plus de 500 mètres carrés pour montrer nos métiers. C'est vrai que la métallurgie, comme d'autres métiers industriels, nous avons du mal à attirer des jeunes. L'image est encore à faire évoluer. Et pour nous, c'est une vitrine extraordinaire, ce mondial des métiers, pour montrer et permettre aux jeunes de toucher un peu nos métiers, puisque on a déjà des partenariats avec l'éducation nationale, mais faire des interventions auprès des différents lycées ou écoles, ça n'a pas la même résonance pour un jeune que de venir sur le stand, voir les métiers, les personnes qui sont en train de fabriquer des produits sur le stand. Nous avons aussi des équipements, nous avons des robots, puisque maintenant on est en plein dans la transition numérique au niveau des entreprises industrielles. Donc ça permet de leur montrer à ces scolaires les différents besoins qu'ont nos entreprises. Et je crois qu'en France, il n'y a pas de salon et de mondial des métiers aussi important et qui attire autant de monde.
Donc nous, pour la métallurgie, on y est effectivement depuis 22 ans. Vous savez qu'on a du mal à attirer des jeunes. On a des besoins qui augmentent énormément actuellement. Nos entreprises n'arrêtent pas de nous dire on ne trouve pas de personnel qualifié alors qu'il y a des chômeurs. La problématique, c'est qu'il y a un décalage énorme entre les attentes de nos entreprises en termes de compétences et les demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Et donc, tous les moyens qui nous permettent d'être plus visibles, eh bien, on est présent. Notamment pour changer l'image, puisqu'on a quand même des métiers et des évolutions possibles dans notre branche. Il faut savoir qu'Auvergne-Rhône-Alpes, on représente quand même 50% de l'industrie. Hein, c'est 220 000 salariés, plus de 8 000 entreprises, et qui recrutent aujourd'hui à peu près 15 000 personnes par an. Et on a du mal aujourd'hui à répondre aux besoins de nos entreprises. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être visible de plus en plus dans tous les forums, dans tous les salons, et notamment celui des Mondiales des métiers qui a une audience extraordinaire pour faire changer auprès des parents et des scolaires les métiers de notre branche qui sont, on le reconnaît, pas encore assez visibles. Au plan national, on va lancer une campagne de communication, une nouvelle séance de communication parce que nos entreprises ne sont pas assez visibles et il faut qu'on montre qu'il y a des perspectives d'évolution, que nous avons des salaires qui sont 13% au-dessus de tout secteur confondu. Et en fait, tous ces éléments, il faut qu'on le montre aux différents publics. Voilà, donc un événement assez unique en son genre à l'échelle même européenne, hein, puisque, donc on le rappelle, 700 métiers et formations qui seront présentes. Et l'idée vraiment que tout le monde est concerné, donc les collégiens, les lycéens, les parents bien sûr, les personnes en reconversion professionnelle également. L'importance donc de la relation école-entreprise qui est très bien traitée au cours de cet événement. Voilà, donc on rappelle du jeudi 1er au dimanche 4, hein, 4 journées complètes. Voilà. Et TLM donc sera présent le jeudi 1er avec donc enregistrement de l'émission Lyon Décideur et puis des focus possibles sur les différents métiers là, également qui sont proposés. Voilà. Si vous avez plus de questions, je vous propose qu'on continue la discussion de façon amicale autour d'un cocktail. Encore merci Emmanuel Berton donc d'être venu et de nous avoir fait ce tour d'horizon général et bravo pour l'action engagée par la Chambre de commerce et d'industrie Lyon, Saint-Étienne, Roanne.